Je m'appelle Isabella Whitehear. J'ai 32 ans et je vis à Seattle, Washington. Ma sœur Brooke leva son verre de vin avec un sourire qui, au début, semblait normal, mais je la connaissais trop bien. C'était ce sourire avant le coup. Nous étions au dîner du dimanche, le même chaque semaine, à la même table, une table que, ironiquement, je payais depuis des années. Pour Isabella, dit-elle avec une douceur exagérée, presque mièvre. Ses yeux se tournèrent rapidement vers nos parents, comme pour chercher leur approbation avant de porter le coup final. Qu'est-ce qui est si évident? Où sont ton mari et tes enfants? Oh, c'est vrai, tu n'en as pas. Le rire n'était pas bruyant, et c'était le pire. Il n'y a pas eu de rire fort, pas de surprise, juste un rire bas, poli, presque automatique de ma mère et un demi-sourire de mon père, comme si c'était une blague inoffensive. Pour eux, c'en était une. Pas pour moi. Ma fourchette était suspendue à mi-chemin entre l'assiette et ma bouche. 7 ans. 7 ans à payer leurs factures, à couvrir l'hypothèque, à les empêcher de perdre cette même maison où j'étais maintenant la risée de la soirée. J'ai calmement posé ma cuillère. Le petit claquement contre l'assiette en céramique résonna plus fort que n'importe quel mot dans cette pièce. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré, je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Et ton argent, Brooke, demandai-je avec un calme que je ne savais même pas posséder. Oh, c'est vrai, je t'ai soutenu jusqu'à aujourd'hui. Le silence qui s'est installé à ce moment-là n'a pas pris fin cette nuit-là, car ce n'était pas une fin, c'était le début de tout ce qui a suivi. Mais avant de vous raconter comment tout a complètement changé, dites-moi d'où vous regardez ceci. Et si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par votre propre famille, restez, car cette histoire est pour vous. Mon nom est Isabella Whitehear. J'ai 32 ans. Je vis dans un appartement propre et calme donnant sur un petit espace vert à Seattle. Je suis chercheuse en expérience utilisateur, UX recherché. En bref, j'étudie comment les gens utilisent les sites web et les applications et trouvent des moyens de les rendre plus faciles, plus clairs et plus humains. Je suis bonne dans mon travail parce que je suis douée pour trouver des problèmes, détecter des schémas, voir ce que les autres ignorent. Ma vie à Seattle est stable. Je me lève à 6h30 du matin, fais du café et le bois en lisant les nouvelles. Je vais à des cours de yoga 2 fois par semaine. J'ai un petit groupe d'amis proches. Nous sortons dîner, parlons de travail, de rendez-vous qui n'ont pas fonctionné, des nouvelles séries que tout le monde regarde. C'est une vie simple, c'est la vie que j'ai construite, mais il y a une autre moitié de ma vie, une que personne à Seattle ne voit. Cette moitié appartient à ma famille à Tacoma. C'est à 1 heure au sud sur l'autoroute 5, mais on a l'impression d'être dans un autre monde. Ma famille se réduit à 3 personnes. Ma mère a pris sa retraite tôt. Il y a 5 ans, elle a subi une opération cardiaque. Ce fut une terrible frayeur. Elle s'est rétablie, mais n'a plus jamais travaillé. Elle dit que le stress serait trop fort. Mon père se fait appeler consultant. Il travaillait dans la vente jusqu'à ce qu'il soit licencié il y a 7 ans. Selon lui, il en avait marre de travailler pour les autres. Il allait créer sa propre entreprise. Il a fait imprimer des cartes. Elles sont toujours rangées dans une boîte dans son bureau. Il continue d'attendre des appels qui ne viennent jamais, et puis il y a Brooke. Ma sœur a 28 ans et est une influenceuse mode. Cela signifie qu'elle se prend en photo portant des vêtements que je paie souvent et les télécharge sur Internet. Elle a 5000 abonnés. Elle dit que ce n'est pas assez pour gagner de l'argent. Elle répète toujours qu'elle n'est qu'à un post viral du succès. Tout a commencé il y a 7 ans, lorsque mon père a perdu son emploi. Je venais de recevoir ma première grande promotion. J'avais 25 ans. J'étais fière, excitée. Je suis rentrée à la maison pour leur annoncer. Ma mère était silencieuse, mal à l'aise. Mon père était assis dans son fauteuil à regarder la télévision, qui était éteinte. J'ai été promue, dis-je avec un sourire qui s'est progressivement estompé. C'est super, Isabella, répondit ma mère en se tordant les mains. La banque a appelé aujourd'hui. Nous avons 2 mois de retard sur la maison. Mon père ne m'a même pas regardé. Il n'apprécie plus l'expérience, murmura-t-il. Je travaille depuis 30 ans et il me remplace par un enfant.
Je les ai regardés. La peur dans les yeux de ma mère, la honte silencieuse de mon père. Je peux aider, dis-je. C'était censé être temporaire. 1 mois, peut-être 2, jusqu'à ce que mon père se rétablisse. Je leur ai envoyé de l'argent pour l'hypothèque cette seule fois-là, mais le mois suivant, c'était pour les services publics. Ensuite, le paiement de la voiture, puis la supposée entreprise de conseil avait besoin d'un site web. Frais d'investissement, disait-il. Et puis ma mère est tombée malade. L'opération cardiaque était terrifiante. Je me souviens de la salle d'attente de l'hôpital. Le silence lourd, le temps qui s'était arrêté. Brooke pleurait, mais pas avec moi. Elle pleurait devant son téléphone, se prenant en photo, postant des stories avec des messages sur l'importance de la famille. Mon père avait l'air vieux et fatigué. C'était moi qui parlais au médecin. Je signais les documents. Je comprenais ce qui se passait vraiment, et j'étais aussi celle qui voyait les factures. L'assurance ne couvrait pas tout, loin de là. Que allons-nous faire, Izzy ? Ma mère a murmuré, me serrant faiblement la main. Ne t'inquiète pas, je lui ai dit. Je m'en occupe. Alors j'ai contracté un prêt et mis en place des virements automatiques tous les mois. Un fonds de soutien familial. Brooke était la pièce finale qui complétait ce cercle. Elle avait abandonné l'université. Selon elle, le système étouffait sa créativité. Elle est rentrée à la maison avec un plan, ou plutôt avec beaucoup d'idées confuses. Elle allait être styliste, designer, influenceuse, tout en même temps. Mais en pratique, sa vie était une chaîne sans fin de petites urgences et étonnamment coûteuses. Et, ma sœur, tu peux m'aider seule ? Cette fois, mon assurance auto a expiré. Et oui, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable. Le mien ne fait plus tourner le programme de montage. C'est pour ma carrière. Et, tu peux me faire un virement ? Le loyer est déjà dû. Papa a dit que tu le couvres. Bien sûr, car elle ne vivait pas à la maison. J'avais un appartement moderne et magnifique dans un quartier branché à quelques minutes de là. Pendant longtemps, je n'ai pas compris comment elle le payait jusqu'à ce qu'un jour je consulte mes relevés bancaires et tout a pris sens. Je le payais. J'ai maintenu ce système en marche pendant 7 ans. 7 ans à me répéter la même histoire. C'est ce que font les bonnes filles. C'est ce que font les bonnes sœurs. Nous sommes une famille, nous nous soutenons, mais le soutien n'allait toujours que dans une seule direction. Je travaillais, il dépensait, j'économisais, il buvait. Avec le temps, je suis devenue la responsable. Isabella est si responsable. Il le disait comme si c'était un compliment, mais ce n'en était pas un. Cela ressemblait plus à un travail, à un rôle dont je ne pouvais pas sortir, comme une cage invisible. J'ai arrêté de sortir avec des gens. Comment allais-je expliquer ma situation à quelqu'un ? Comment pourrais-je lui dire que mon salaire n'était pas vraiment le mien ? J'avais 32 ans et j'étais toujours liée à la maison de ma famille, à leurs dettes, à leurs décisions. Tu travailles toujours, me disait mon amie Sarah à Seattle. Tu devrais t'amuser. Je suis juste occupée, répondais-je. Mais la vérité était différente. J'étais occupée à tout soutenir, à tenir le sol pour que ma famille puisse y marcher paisiblement. Je vivais dans un appartement propre et calme, mais mon esprit n'était jamais là. Il était toujours à Tacoma à vérifier mon compte bancaire, à attendre le prochain SMS, le prochain appel, le prochain, juste cette fois. Je pensais que c'était de l'amour. Garder les lumières allumées, empêcher les autres de couler. Mais à chaque voyage pour ces dîners du dimanche, je commençais à voir la vérité. Je ne les sauvais pas de la noyade. J'étais l'eau, et j'étais aussi le bateau, et j'étais aussi la seule personne à écoper l'eau encore et encore pendant qu'ils se contentaient de flotter. Le trajet vers Tacoma était toujours le même. Je quittais mon quartier tranquille de Seattle, prenais l'autoroute 5 et sentais ce nœud dans mon estomac se serrer petit à petit. 1 heure de route, si la circulation coopérait, ce qui n'arrivait jamais, et cela me laissait trop de temps pour penser à la semaine, aux factures que j'avais payées, aux SMS que j'ignorais et à ceux que je ne pouvais pas ignorer. Ma fille, peux-tu aller chercher mes médicaments ? Et achète-les chers, ceux qui fonctionnent vraiment. J'ai eu un bon appel aujourd'hui,
Mon père a dit. Les choses s'améliorent, au fait. L'essence est périmée. Et oui, ma voiture fait un bruit vraiment bizarre. Puis-je emprunter ton AA? Je pris une profonde inspiration. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais être patiente, que je devais être compréhensive. C'était ma famille, c'était ma responsabilité, mais ce n'était plus une responsabilité, c'était une malédiction. J'arrivais à la maison où j'avais grandi. La peinture commençait déjà à s'écailler par endroits. Je pris note mentalement de la réparer. 2 ans plus tôt, j'avais payé pour un nouveau toit. J'ouvris la porte avec ma vieille clé. L'odeur était toujours la même. Un léger parfum floral de ma mère, de vieux café et le polish que mon père utilisait pour les parquets. Isabella est là, ma mère appela du salon. J'entrai. Elle était sur le canapé à regarder une émission de rénovation de maison. Mon père était dans son fauteuil habituel avec le journal ou faisait semblant de le lire. Brooke était à table avec son téléphone portable levé, cherchant l'angle parfait pour sa nourriture ou pour elle-même. « Salut », disais-je. « Tu es en retard », répondait Brooke sans même lever les yeux. « Le trafic », murmurais-je. J'avais toujours quelque chose, une bouteille de bon vin, un dessert d'une boulangerie chic. Je le laissais dans la cuisine et le rituel commençait. D'abord, ma mère. « Comment tu te sens, maman ? Et ton cœur ? » « Oh, tu sais, » disait-elle en soupirant avec ce mélange de lassitude et de résignation. « Je suis tellement fatiguée, et le nouveau médicament me fait plus de mal et c'est si cher. » C'était mon signal. « Ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. » Ensuite, mon père. « Comment va le travail ? » « Ça promet, » disait-il en pliant le journal. « J'ai un gros client presque signé. Un gros coup. Juste un petit investissement. Dîner, réunion. Tu sais comment c'est. Mon tour encore. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. C'est ça l'esprit, disait-il en me tapotant l'épaule. Et enfin, Brooke, quoi de neuf ? Oh, ma vie soupirait comme si elle portait le poids du monde. Une marque voulait collaborer. Ils ne m'offraient que des produits gratuits. Je veux dire, ils savent qui je suis. Je mérite d'être payé. C'est si difficile. Ça a l'air compliqué, répondais-je. Eh bien, alors, dit-elle soudainement, s'égayant. Tu as vu le sac où je t'ai tagué sur Instagram ? Mon anniversaire est le mois prochain, je te laisse t'en occuper. J'ai juste hoché la tête. Je souriais et commençais à aider. Je mettais la table et aidais ma mère à préparer le repas. Elle préparait toujours la même chose, poulet rôti, purée de pommes de terre et haricots verts en conserve. Rien ne changeait jamais. Nous nous asseyions et j'écoutais. Ils parlaient de leur vie, de leurs problèmes, de ce grand projet qui était toujours sur le point de se concrétiser, mais ne l'était jamais. Mon père parlait de cet appel important qui, selon lui, pouvait arriver n'importe quel jour. Ma mère parlait de ses médicaments, des voisins, d'un nouveau médecin qu'elle voulait consulter, encore une autre dépense. Brooke parlait d'événements, d'abonnés, de collaborations qu'elle n'acceptait pas parce qu'elle n'était pas à son niveau, et de disputes absurdes avec d'autres influenceurs. Et j'étais juste là parce qu'il ne me posait jamais de questions. Non, vraiment, parfois j'essayais. J'essayais vraiment. Le projet de mon équipe est sorti cette semaine, ai-je dit un soir. Ce fut un succès. Mon patron envisage de me promouvoir. Oh, c'est bien, ma fille, répondit ma mère en me passant la purée de pommes de terre. Et, je t'ai déjà dit que le plafond de la chambre d'amis fuit encore. Je pense que l'entreprise que tu as engagée a fait du mauvais travail, et à ce moment-là, je me suis sentie petite. Mon accomplissement, quelque chose qui, dans tout autre endroit, serait une source de fierté, là, semblait petit, égoïste, insignifiant. J'ai essayé de partager quelque chose à nouveau. Je pensais à faire un voyage, peut-être au Costa Rica, ai-je dit prudemment, comme si je demandais la permission. Mon père laissa échapper un rire sec. Comme c'est cool. Dépenser de l'argent en voyage pendant que ta famille se maintient à flot à peine. Ce n'est pas le cas. J'ai mes propres économies. Des économies,
interrompit Brooke en riant. Qu'est-ce que c'est? Tu ferais mieux de les investir en moi. Facile. Une nouvelle caméra changerait toute ma carrière. Après le dîner, c'était toujours la même chose. Je lavais la vaisselle. Ma mère disait qu'elle sentait son cœur s'emballer. Mon père devait vérifier des courriels importants et Brooke ne pouvait pas aider parce que ses ongles étaient juste en train de sécher. Alors je restais seule à l'évier. Le même évier devant lequel j'avais passé toute ma vie à frotter des assiettes, à écouter leur rire depuis le salon. Ils formaient un cercle complet et j'étais toujours à l'extérieur, observant de loin. La maison était pleine de photos. Sur la cheminée, sur les murs du couloir, des souvenirs partout. La petite Brooke avec ses couronnes de concours de beauté à 6 ans, sa remise de diplôme au lycée. Il y avait des photos de Brooke lors d'événements de mode, posant, mon père serrant la main de quelques politiciens locaux, mes parents le jour de leur mariage, mais il n'y avait pas une seule photo de moi. Pas une seule. Oui, j'étais dans les photos de famille, bien sûr. En arrière-plan, dans un coin, souriante comme partie du décor. Mais il n'y avait pas de remise de diplôme universitaire, pas de premier appartement, rien pour raconter mon histoire. C'était comme si ma vie n'existait que pour les soutenir. Quand j'ai fini de faire la vaisselle, je me suis essuyé les mains et j'ai pris mon sac. Je pars maintenant, disais-je. Ma mère répondait, surprise, comme si elle avait oublié ma présence. Mon père m'accompagnait toujours à la porte, et c'était le pire. Il posait sa main sur mon épaule avec ce sérieux qu'il utilisait quand il voulait avoir l'air important. Merci de tout maintenir en ordre, Isabella, disait-il doucement. Tu es une bonne fille, tu es la forte. Nous comptons sur toi. J'ai hoché la tête. D'accord, papa. Je sortais, montais dans la voiture et rentrais à Seattle en silence, dans l'obscurité. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était de l'amour, que c'était la famille, mais quand je me garais sur mon propre parking, ma propre place, la vérité affleurait toujours. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la culpabilité, c'était une obligation, c'était un schéma que j'avais été entraînée à suivre. Et chaque dimanche, j'y retournais directement. Mais ce dimanche-là était différent. La sensation de lourdeur a commencé tôt. Ça m'a réveillée. L'air à Seattle était froid et propre, mais je me sentais alourdie, comme si quelque chose en moi ne s'accordait plus. C'était le 1er du mois, le jour où mon paiement hypothécaire était dû et le jour où l'argent de ma famille était transféré. Ce mois-là, le montant était plus élevé. Brooke avait eu des réparations urgentes sur sa voiture. La licence commerciale de mon père devait être renouvelée. Le copaiement de ma mère pour ses médicaments avait augmenté. J'ai dû prendre de l'argent de mes économies, mes vraies économies. Le fonds du Costa Rica. Ce fonds était presque vide. Quand je suis montée dans la voiture, je ne me sentais plus patiente, je ne me sentais plus compréhensive, juste fatiguée. Une fatigue profonde, à vous glacer les os. 7 ans de poids, tout à la fois. Je me suis rendue à Tacoma. J'ai mis un podcast sur la construction de bonnes habitudes. Cela ressemblait à une blague. Je suis arrivée à la maison. La même vieille odeur, café rassis, poulet rôti. Mon estomac s'est serré. Elle est là, a crié ma mère. Brooke était dans la cuisine, essayant de trouver l'angle parfait pour un selfie avec le vin que je venais d'apporter. C'est incroyable, Is, dit-elle. Mais elle ne me parlait pas, elle parlait à son téléphone. Ma sœur a un goût spectaculaire, écrivit-elle en téléchargeant la vidéo. Mon père était toujours dans son fauteuil. Et alors? Beaucoup de circulation. Normal, répondis-je. Je posai mon sac. Le dîner fut le même que toujours. Ma mère se plaignait des voisins. Mon père parlait d'un terrain de golf prometteur qu'il avait visité, l'appelant du réseautage. Et moi, mangeant silencieusement sans entrain, déplaçant la purée de pommes de terre dans mon assiette sans vraiment la goûter. Tu es très silencieuse, dit ma mère en fronçant les sourcils. Tu vas bien, chérie? Je vais bien, juste fatiguée, répondis-je. Brooke gloussa doucement sans quitter son téléphone des yeux. Fatiguée de quoi? Ton travail ennuyeux. Ta vie ennuyeuse. Brooke, comporte-toi,
dit ma mère, mais en souriant. Quoi? Brooke leva enfin les yeux vers moi. C'est vrai. Tu devrais venir à l'un de mes événements. Tu travailles toujours. Quelle bonne idée, ajouta ma mère, Isabella. Tu as besoin de sortir plus. Peut-être que tu rencontreras enfin quelqu'un, termina Brooke avec cette voix perçante qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle me blessait. Elle adorait ça. Elle avait un public. Je fixais mon assiette, mais elle ne s'arrêta pas. Alors, qui emmènerais-tu? Ce n'est pas comme si tu avais quelqu'un. Je sentis le regard de mon père sur moi, ce demi-sourire attendant le coup final. Et puis c'est arrivé, Brooke leva son verre de vin, le même vin que j'avais acheté pour Isabella, dit-elle avec une douceur fausse, presque moqueuse. C'est si évident où sont ton mari et tes enfants. Elle marqua une brève pause. Oh, c'est vrai, tu n'en as pas. Le rire commença. Doux, retenu. Le petit rire de ma mère, le petit reniflement de mon père. Ils pensaient que c'était drôle. Pour eux, Brooke était ingénieuse. Ma fourchette resta suspendue en l'air. Tout s'arrêta. Le podcast sur les habitudes, mon compte bancaire, le fonds vide du Costa Rica, les 7 ans. 7 ans. Tout s'est effondré sur moi à cet instant, silencieux, lourd. Et j'ai compris. Je n'étais pas une fille, je n'étais pas une sœur, j'étais un distributeur automatique de billets, en plus, la blague. J'ai posé la cuillère. Le bruit était faible, mais il a traversé la pièce. Le sourire de ma mère a disparu. Mon père s'est redressé un peu sur sa chaise. La grimace de Brooke se figea. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas élevé la voix, je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Et ton argent, Brooke? Son expression changea à peine. Ça. Ton argent, répétai-je. Calme, stable. Pour ton loyer, ta voiture, tes vêtements, ton téléphone, où est-il? Je tournai légèrement la tête, regardai ma mère, puis mon père. Ah, bien sûr, dis-je avec une clarté absolue. Je vous ai tous soutenus. Je ne regardai plus Brooke jusqu'à aujourd'hui. Le silence qui tomba cette fois-ci ne ressemblait à aucun autre. Il était dense, lourd, plein de tous les mots que je n'avais jamais prononcés. Brooke ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Son visage devint pâle. Ma mère posa la main sur sa poitrine. Isabella, quelle chose horrible à dire. Oui, demandai-je sans détourner le regard. C'est un mensonge. Attends un instant, intervint mon père en utilisant cette voix d'expert, autoritaire. Tu es bouleversé. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis, papa. Son ton se durcit. Excuse-toi auprès de ta sœur. Je regardai l'homme que j'avais soutenu pendant 7 ans, celui-là même qui souriait quand j'étais humilié. Non, je me suis levé. La chaise a raclé le sol avec un bruit dur, presque violent. J'ai fini maintenant. Je n'ai pas donné plus d'explications. Ce n'était pas nécessaire. J'en avais fini avec le dîner, avec les voyages, avec les insultes, avec les factures. J'en avais fini avec tout. Isabella, assieds-toi, ordonna mon père. J'ai pris mon sac. N'ose pas partir, dit-il en élevant la voix. Tu ne peux pas faire ça, Izzy, cria Brooke, paniquée. Le loyer est dû. Je la regardai. Ça ressemble à ton problème, Brooke. Pas au mien. Isabella. Ma mère fondit en larmes, cette fois c'était réel. Nous sommes ta famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je m'arrêtai à la porte. Je me retournai lentement, les trois se tenaient là. Pour la première fois, il n'y avait pas seulement de la colère, il y avait de la peur. Qu'ont-ils fait pour moi, demandai-je calmement. Qu'ont-ils fait pour moi dernièrement à part prendre? Personne ne répondit. J'ouvris la porte. Tu fais une grosse erreur, cria mon père. Je partis. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée lentement mais fermement. Et à ce moment-là, tout a commencé. Le retour chez moi était un flou.
L'autoroute 5 n'était qu'une rangée interminable de feux rouges et blancs. Il a commencé à pleuvoir. Le monde extérieur est devenu flou, comme si quelqu'un l'effaçait lentement. Mais en moi, tout était silencieux. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Au début, je ne sentais rien, puis j'ai tout senti, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 7 ans et que je l'avais enfin relâchée. La voix de Brooke, où sont ton mari et tes enfants? Les rires de mes parents et ma propre voix à ce jour. Tout se répétait dans ma tête encore et encore. Et une partie de moi hurlait, reviens. Excuse-toi. Répare ça. Tu as tout gâché. Mais une autre partie, plus profonde, plus silencieuse, savait qu'il n'y avait rien à réparer. Cette voix, celle qui me criait de revenir, de demander pardon, c'était la partie de moi qu'ils avaient construite. La bonne fille, la responsable, celle qui tenait toujours tout ensemble. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus silencieuse, une qui avait été oubliée, ignorée, presque éteinte pendant des années. Et cette voix murmurait quelque chose de complètement différent, tu es libre. Quand je suis arrivée à mon appartement, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis tenue dans le noir, regardant par la fenêtre le paysage de Seattle. La pluie glissait sur la vitre, comme si le monde pleurait pour moi ou peut-être se purifiait. Cet appartement propre, calme, sûr, ce lieu que je payais avec l'argent que je gagnais dans un travail où j'étais bonne. C'était ma vie, et je l'avais donnée petit à petit, mois après mois, à des gens qui ne me voyaient même pas, à des gens qui se moquaient de moi. Et puis la colère est venue, mais ce n'était pas une colère explosive, pas de cris ni de larmes, c'était une colère froide, claire, précise, la colère des faits, la colère des chiffres. Je me suis dirigée vers mon bureau, j'ai allumé la lampe, mais je ne suis pas allée directement sur le site web de la banque. Je suis allée au classeur, j'avais un dossier étiqueté « Famille ». Je me suis toujours dit que c'était pour les impôts, mais je connaissais la vérité. Je l'avais gardé pour un jour. Je l'avais gardé pour ce soir. Je l'ai sorti. Il était épais. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les papiers sur le bureau. 7 ans de relevé bancaire. Carte de crédit que j'avais remboursée. Copie de chèque, virement bancaire, preuve. J'ai pris un carnet et un stylo et j'ai commencé à additionner. J'étais une enquêteuse, je savais comment trouver des schémas, comment suivre les preuves, l'hypothèque de la maison à Tacoma. $1000 par mois pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'une fois je ne puisse pas payer et qu'ils me poursuivent, alors j'ai commencé à la payer intégralement sans faute. Au total, plus de $1000. L'entreprise de mon père, 2000 pour le site web. 500 pour le club de golf de réseautage. 5000 en investissement initial qui ont disparu sans laisser de traces. Total 8500. Les frais médicaux de ma mère. Les copaiements, les traitements alternatifs que l'assurance ne couvrait pas. Total, plus de 13 000. Et puis Brooke, la plus constante, la plus insistante, son loyer 900 par mois pendant 2 ans, les réparations de sa voiture des milliers. Son ordinateur portable pour le montage 8 cents. Événements, investissement dans sa carrière, des milliers de plus. Et puis il y avait les petites dépenses. Tu peux m'envoyer 50 pour l'essence? J'ai besoin de SEezy. Mon téléphone est expiré. J'ai arrêté de les compter, c'était trop. J'ai regardé les chiffres et n'ai additionné que les gros. 84 000 pesos. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. 84 000. J'aurais pu acheter une nouvelle voiture, j'aurais pu verser un acompte pour une meilleure maison. J'aurais pu voyager au Costa Rica 10 fois. J'aurais pu avoir des économies, un avenir, des options. Au lieu de cela, je leur ai donné 84 000 $. Et en retour, ils se moquaient de moi d'être seule. L'ironie faisait mal parce que la vérité était claire. J'étais seule à cause d'eux, parce qu'ils avaient vidé mon temps, mon argent, mon énergie. Il ne restait rien pour personne d'autre, pas même pour moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a éclairé la pièce sombre. Je me suis connectée à mon compte bancaire. Le solde était bas. Le virement familial avait été effectué ce matin-là. Je suis allée à la section des virements. Là, il était. Virement récurrent,
soutien familial. Programme du premier du mois. 2000 $. C'était la fondation, la constante, le point de départ de tout le reste. Ma main tremblait. Je pensais à ma mère et à son cœur. Je pensais à mon père et à sa fierté. Je pensais à Brooke et à sa dépendance éternelle. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu fais une erreur. Mon doigt hésita au-dessus de la souris, puis j'entendis à nouveau la voix de Brooke. Où sont ton mari et tes enfants? Et les rires. Ce rire bas, poli, cruel. J'ai cliqué sur « Gérer », puis sur « Annuler le virement récurrent ». Une petite fenêtre est apparue à l'écran. Simple, propre, presque parfaite, bien que j'aurais conçu le bouton différemment. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce transfert? 7 ans, 84 000 $. Les rires. J'ai déplacé le curseur, cliqué sur « Oui ». L'écran s'est rafraîchi, la ligne a disparu. Un seul clic, le geste le plus silencieux que j'ai jamais fait, mais cela a ressemblé à une explosion, comme si j'avais coupé la corde qui m'étranglait depuis des années. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis assise à mon bureau entouré de papiers, de preuves. La pluie avait vraiment cessé. La ville était calme, et pour la première fois, mon appartement ne ressemblait pas à une halte temporaire. Ce n'était pas seulement l'endroit où je dormais avant de retourner à mes vraies responsabilités. C'était chez moi. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai vu mon reflet dans le verre. La femme qui était là n'était pas la même, elle n'était pas la fille parfaite, elle n'était pas la stable, elle était quelqu'un d'autre, quelqu'un de libre. Le lundi suivant, ce dîner fut le plus long jour de ma vie. Je me suis réveillée avant que mon réveil ne sonne. Pendant une seconde, une seule, merveilleuse, je n'ai rien senti, seulement la lumière grise de Seattle filtrant par la fenêtre de ma chambre. Silence. Mais ensuite mon téléphone a vibré sur la table de chevet. 6 heures du matin et ce nœud dans mon estomac est revenu. Je n'avais pas besoin de voir l'écran pour savoir ce que c'était. C'était le premier du mois, le jour où l'hypothèque était due, le paiement que j'avais annulé. Je regardais le téléphone. Un inoffensif rectangle noir à l'extérieur, mais qui me semblait une bombe sur le point d'exploser. Ne le regarde même pas, me suis-je dit. Lève-toi, fais du café. Essaie le yoga, mais je n'y arrivais pas. J'étais paralysée. Le téléphone vibra encore et encore et encore. Un barrage de messages. Finalement, je l'ai pris. L'écran éclairait la pièce sombre. Le premier message venait de ma mère. 6h01 exactement. Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? L'hypothèque n'a pas été payée. La banque vient d'envoyer une alerte. Ce doit être une erreur. S'il te plaît, appelle-moi. Ce doit être une erreur. Cette phrase n'était pas innocente. C'était un test. Cela me donnait l'occasion de corriger, de m'excuser, de revenir à la normale. Mes doigts ne bougeaient pas. Le deuxième message, mon père. Tu as oublié le virement de la maison. 5 mots. Pas de salutation, pas de s'il te plaît, juste un ordre. Tu as oublié. Comme si j'étais une enfant qui n'avait pas sorti les poubelles. L'arrogance, l'habitude. Ça me donnait des nausées. Il n'était pas inquiet, il était agacé, mal à l'aise. Le troisième, Brooke, et le loyer est déjà dû. Tu le transfères? Le propriétaire est insupportable. Je ne savais même pas. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé la nuit précédente. Ou peut-être que je m'en fichais. J'étais toujours dans mon monde, dans ma routine, dans mon confortable égoïsme. Pour elle, c'était simple, c'est le premier du mois. Isabella demande de l'argent, j'ai juste posé le téléphone, je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai fait du café, et j'ai regardé l'eau s'écouler lentement à travers le filtre. Goutte, goutte, goutte. Le téléphone a commencé à sonner. Maman, je l'ai laissé sonner. 1, 2, 3. Messagerie vocale. Mes mains tremblaient à peine. J'ai serré la tasse chaude entre mes doigts. J'étais la plus forte. Je devais l'être maintenant.
Ça a sonné de nouveau. Papa, je n'ai pas répondu de nouveau, messagerie vocale. Puis, Brooke, je l'ai mise en sourdine. Je ne voulais pas l'entendre. Je suis allée sous la douche. J'ai laissé l'eau chaude couler sur mon dos comme si elle pouvait laver la culpabilité. Tu as 32 ans, me suis-je dit. Tu n'es pas une enfant, tu n'as rien fait de mal, mais mon cœur battait, trop fort. Je me suis habillée pour le travail. Un blazer gris, un peu de mascara. Je me suis regardée dans le miroir, pâle comme un fantôme. J'ai vérifié mon téléphone avant de partir. C'était un mur de notifications. Isabella, ce n'est pas drôle. Tu dois appeler la banque. Et si nous perdons la maison? Tu es folle à cause de ce que Brooke a dit? Je plaisantais juste. Tu réagis de manière excessive. Non, je plaisante juste, papa. Tu as 1 heure pour arranger ça. 1 heure. Et, réponds. J'ai besoin de l'argent. Sérieusement, pourquoi tu m'ignores? J'ai coupé le son, mis mon téléphone dans mon sac et je suis partie. Dans le bus, j'ai regardé par la fenêtre. Tout le monde semblait normal. Les gens allaient à leur travail, vaquaient à leur routine, inconscients que je venais de réduire ma vie en miettes. Je suis arrivée au bureau, me suis assise, j'ai essayé de me concentrer, j'avais un rapport à rendre. J'ai ouvert le fichier, mais les mots n'avaient aucun sens. J'avais activé le mode « Ne pas déranger », mais je pouvais toujours voir l'écran s'allumer toutes les quelques secondes. Message, appel manqué. Plus de messages. Je n'en pouvais plus. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir et j'ai survécu à la matinée. Je n'ai pas mangé le midi. Je suis allée me promener. J'avais besoin d'air. Quand je suis revenue, j'ai ouvert le tiroir et je l'ai senti immédiatement. La sonnerie avait changé. Le matin, c'était de la confusion. Maintenant, c'était de la panique, et je savais que la colère allait suivre. 10 appels manqués de ma mère, 8 de mon père, 12 de Brooke. Il y avait des messages vocaux. J'ai mis mes écouteurs. J'ai appuyé sur « Lecture ». D'abord, ma mère. Sa voix était faible, brisée, trempée. « Isabella, comment as-tu pu? Après tout, ton père est dévasté. Tu nous fais du mal. Tu me fais du mal. Tu veux faire du mal à ta mère. Tu es cruel, très cruel. » Je l'ai supprimé. Puis mon père. Sa voix était grave, tendue, presque un grognement. Tu vas répondre à ce téléphone maintenant. Tu m'entends? Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce petit jeu est terminé. Tu vas appeler, tu vas t'excuser, et tu vas envoyer l'argent. Ce n'est pas une supplication, c'est ta famille. Je l'ai supprimé, et puis sa voix s'est brisée en un cri aigu, désespéré, presque hystérique. Et oui, je le pense. La voix de Brooke hurlait sur le message vocal. Mon propriétaire m'écrit. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Tu ne peux pas faire ça. Tu ruines ma vie. Je l'ai supprimé, puis j'ai fait l'erreur d'ouvrir les messages. C'était là. La colère était arrivée. Tu es une fille ingrate, papa. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé, nous t'avons nourri. Tu nous dois, maman. Tu as un bon travail grâce à nous. Nous avons toujours soutenu tes rêves. J'espère que tu es heureuse, Brooke. Je vais être sans abri à cause de toi. J'ai fait glisser l'écran. Message après message. Tu nous dois. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Mon doigt a commencé à s'engourdir. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, qu'avaient-ils réellement fait? Ils n'avaient fait que le strict minimum. Ils m'ont nourri, m'ont donné un toit jusqu'à mes 18 ans, et pour cela je devais les rembourser pour le reste de ma vie. Nous avons soutenu tes rêves. Mon rêve était d'étudier. J'ai obtenu des bourses. J'ai contracté des prêts. Des prêts que je remboursais encore. Ils n'ont pas versé un centime, ils n'ont pas soutenu mon rêve, ils ne l'ont tout simplement pas fait. Ils étaient sur mon chemin. J'ai relu le message de mon père. Tu es une fille ingrate. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien écrit.
Je me suis assise à mon bureau dans un bureau vide. Au loin, j'entendais le personnel de nettoyage passer l'aspirateur dans le couloir, et moi, silencieuse, je n'ai répondu à aucun message, n'ai rappelé aucun appel. Le silence était mon seul outil, la seule réponse qu'il me restait. Je suis rentrée à la maison. J'ai préparé un dîner simple. J'ai allumé la télévision, mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. C'était comme une étoile mourante, s'effondrant sur elle-même. Puis j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pris des captures d'écran des messages de ma mère, de mon père, de Brooke. J'ai ouvert mon ordinateur, suis allée dans le dossier où je gardais tout. Les 84 000 $ de preuves. J'ai créé un nouveau sous-dossier, je l'ai nommé « Conséquences ». J'ai enregistré les captures d'écran là. J'étais une enquêteuse, je savais que les données sont sauvegardées, et au fond de moi, une partie de moi comprenait déjà quelque chose d'important. Ce n'était pas une dispute, c'était une guerre, et ce n'était pas terminé. La semaine suivante fut silencieuse. Après le premier jour d'appels constants et de SMS furieux, tout s'est arrêté, et d'une certaine manière, ça a empiré. Le silence était lourd, comme un air suffocant, comme le calme avant une tempête. J'ai continué ma routine. Je suis allée au travail, je suis allée au yoga, j'ai payé mes propres factures, mais j'avais l'impression de marcher sur une corde raide, attendant le prochain coup. Vendredi soir est arrivé. Un seul message n'était pas individuel, c'était un message de groupe. Papa, maman, Brooke. Et moi. Le message venait de mon père. Rentrez à la maison dimanche. 17h, nous devons parler. Ce n'était pas une invitation, ce n'était pas des excuses, c'était un ordre. Nous devons parler. Mais il ne voulait pas parler. Il voulait me faire la leçon. Il voulait me remettre à ma place. Ma première impulsion fut de dire non, de répondre par un simple « je suis occupé » ou « non merci » ou simplement de l'ignorer. Mais je savais que je ne pouvais pas. Si je n'y allais pas, cela ne finirait jamais. Les SMS continueraient, les appels. Peut-être même qu'ils se présenteraient à mon appartement. Je devais y aller, je devais les affronter. Et je devais en finir là où cela avait commencé. Le samedi, je me suis préparée, mais pas comme avant. Je ne suis pas allée au salon, je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements, je suis allée à mon bureau, j'ai ouvert mon dossier familial et j'ai commencé à imprimer des relevés bancaires avec le virement de soutien mensuel, l'historique des virements pour Brooke. Les chèques pour l'entreprise de mon père, les reçus pour les traitements de ma mère tout. Je l'ai mis dans un simple dossier. Pas d'étiquette, pas d'embellissement, juste des preuves. Je l'ai mis dans mon sac, et le reste de la journée, je me suis contentée de respirer. J'ai dit à mon amie Sarah que je faisais un grand nettoyage, et d'une certaine manière, ce n'était pas un mensonge. Le dimanche fut différent. Je n'ai pas ressenti de peur en chemin. Je n'ai pas ressenti ce nœud dans mon estomac. Cette fois, je n'étais pas la victime, je n'étais pas la fille parfaite, je n'étais pas le distributeur automatique, j'étais juste Isabella, une femme de 32 ans allant à une réunion. J'ai roulé jusqu'à Tacoma. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai pas écouté de podcast, juste le son de la route. Je suis arrivée à la maison, la peinture s'écaillait toujours. Rien n'avait changé. J'ai déverrouillé avec ma clé. Je suis entrée. L'odeur, la même que toujours. Café rassis et une salle d'audience. Et là, ils étaient, disposés comme une scène. Mon père dans son grand fauteuil, le juge, ma mère sur le canapé, les mains jointes, ne me regardant pas, et Brooke de l'autre côté, scrollant sur son téléphone ou faisant semblant. Je m'en fiche. Je m'ennuie. Mais sa jambe tremblait de manière incontrôlable. Je me suis tenue au milieu de la pièce. Je ne me suis pas assise. Bonjour, dis-je. Mon père me fit signe de m'asseoir sur la chaise devant lui. Assieds-toi, Isabella. Je le regardai calmement. Je suis bien debout. Ma voix sortit calme. Elle ne trembla même pas. Mon père prit une lente inspiration, comme s'il s'exerçait à la patience. L'homme raisonnable, le chef de famille. Nous avons eu une semaine difficile, dit-il. Oh, oui,
répondis-je. La mienne était bien, calme, en fait. Ma mère s'est tendue. Brooke a arrêté de bouger son téléphone. Ta mère, continua mon père, en baissant la voix. Elle a un problème cardiaque. Le stress que tu lui as fait subir est inacceptable. Maman leva les yeux. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, Isabella. Nous sommes une famille. Je sais, répondis-je. Alors pourquoi, demanda papa. Pourquoi cesser d'aider maintenant après toutes ces années? Je le fixai. Vraiment, tu ne sais pas pourquoi. Il laissa échapper un rire court et incrédule. À cause d'une blague. Tu vas détruire ta famille à cause d'une blague? Je secouai la tête. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité. La seule vérité que quelqu'un ait dite dans cette maison depuis des années. Son expression s'assombrit. Ces bêtises sont terminées, dit-il fermement. Aujourd'hui, tu vas t'excuser auprès de ta mère, tu vas t'excuser auprès de ta sœur, et tu vas réactiver ce virement. Je l'observais. Cet homme qui pensait encore pouvoir me donner des ordres. Non, dis-je. Quoi, répéta-t-il comme s'il n'avait pas bien entendu. Non, j'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas de l'aide si c'est attendu. Ce n'est pas du soutien si c'est exigé. Ça s'appelle une obligation. Le silence était complet. J'entendais l'horloge sur la cheminée. Tic-tac, tic-tac. Brooke laissa échapper un petit rire. Dégueulasse. Waouh, dit-elle en levant les yeux. Regardez ça, quelqu'un a enfin retrouvé son caractère. Je me suis tournée vers elle. J'attendais ce moment. Tu te moques de moi, Brooke, ai-je dit, sans élever la voix. Mais tu vis à mes crochets depuis 7 ans. Tu as 28 ans, et je paie ton loyer comme si j'étais ton deuxième père. Toi. Et elle a crié, le visage en feu. Ça suffit, a rugi mon père, claquant son poing sur l'accoudoir du canapé. Surveille tonton. Tu es dans ma maison, et nous sommes tes parents. Il s'est levé, essayant de s'affirmer, d'intimider. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas reculé, je l'ai regardé droit dans les yeux. Le respect se gagne, papa, il ne s'exige pas, le silence après cela fut absolu. Son visage devint rouge. Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. C'était un homme habitué à donner des ordres, ou du moins à faire semblant. Et pour la première fois, quelqu'un lui dit non. Ma mère se balança légèrement sur le canapé. Isabella, s'il te plaît, murmura-t-elle. Mais ce fut Brooke qui brisa le silence. Elle était furieuse, acculée. Elle se leva, téléphone en main comme une arme. Tu penses que tu es meilleur que nous, n'est-ce pas, cracha-t-elle, avec ton super travail à Seattle et ton appartement parfait. Sans nous, tu n'es rien. Nous sommes ta famille, nous sommes les seuls qui t'aimeront jamais. J'ai presque souri. C'était si prévisible. Non, Brooke, dis-je en la fixant. Sans vous, je ne serais rien. Je fis une pause, je serais plus riche. Je fouillai dans mon sac, en sortis mon classeur et me dirigeai vers la table basse, la même où ma mère insistait toujours pour que j'utilise des sous-verres. Je l'ai laissé tomber. Le bruit sourd du papier résonna plus fort que n'importe quel cri. Qu'est-ce que c'est, demanda mon père. Tes devoirs, répondis-je. Mes recherches. Brooke, curieuse, s'approcha. Ouvre-le, dis-je. Elle l'ouvrit. Elle en sortit la première page. C'était l'historique des virements. Son visage passa du rouge au blanc. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-elle. Chaque dollar que je t'ai envoyé, dis-je, ton loyer, ta voiture, tes vêtements, tes cafés, tout est là. Je regardai mon père. La page suivante est celle de ton entreprise de conseil. Des milliers de dollars d'investissement. Puis ma mère. Et tes affaires sont là aussi, maman. Des traitements que l'assurance ne couvrait pas, des médicaments, tout. Je suis restée silencieuse, les laissant voir, les laissant lire, les chiffres, les dates, les preuves. J'ai fait le calcul, dis-je finalement d'une voix claire et froide. J'ai arrêté de compter les petites choses, l'épicerie, l'essence, les 20 dollars de prêt.
Je n'ai compté que les grosses choses. Je me redressai. 84 000 $. Ma mère haleta. Elle porta la main à sa poitrine. Cette fois, cela semblait vraiment réel. Brooke se figea. Mon père ne dit rien. Il regarda les papiers. Il regarda la vérité. Je leur ai donné 84 000 $, continuai-je. Et en retour, ils se moquaient de moi parce que je n'ai pas de mari. Je pris une inspiration. C'était la partie la plus difficile. Vous savez quoi, dis-je finalement, brisant ce lourd silence. Je n'avais aucun problème à aider. Je n'en avais vraiment pas, car c'était mon rôle. La fille responsable, celle qui tient tout, celle qui garde les lumières allumées. Je faisais mon travail. J'ai fait une pause jusqu'à ce que le travail change. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac. J'en ai sorti une autre feuille de papier. Elle était pliée. Je ne l'ai pas mise sur la table. J'ai marché droit vers mon père et la lui ai tendue. Il ne l'a pas prise. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il, sa voix rauque. C'est de la banque, répondis-je. C'est arrivé il y a 3 jours. Le dossier, conséquence, m'avait fait réfléchir, alors j'avais décidé de vérifier mon rapport de crédit. C'est ce qu'il disait. La vérité était différente. La banque m'avait appelé au sujet d'un paiement en retard. C'est un avis, continuai-je. À propos d'un prêt immobilier. Ma mère a cessé de se balancer. Un prêt. Un que j'ai apparemment co-signé il y a 6 mois. Je le regardai droit dans les yeux. Tu as contracté un prêt sur cette maison et tu as falsifié ma signature. La couleur quitta son visage. Il devint gris. Ça c'est ridicule, balbutia-t-il. Ce doit être une erreur de la banque, un malentendu. Oui, répondis-je. Parce que la banque ne le voit pas comme ça. Ils appellent ça de la fraude. Je dépliai le papier. Je lui montrai la signature, sa tentative maladroite et tremblante d'écrire mon nom. Je ne sais pas qui tu penses être, commença-t-il, élevant la voix, essayant de reprendre le contrôle. Je sais parfaitement qui je suis. Je l'ai interrompu. Je suis la personne que tu as volée, Isabella. Ma mère fondit en larmes, cette fois complètement incontrôlable. Nous l'avons seulement fait pour protéger la maison. La tuyauterie allait éclater. Nous ne voulions pas te déranger. Tu étais si occupée. Je la regardai. Les larmes, les excuses, tout si bien répété. Ils n'ont pas arrêté de me déranger. Maman, j'ai été volée. Je regardai de nouveau mon père. Tu comptais sur moi pour arranger ça. Comme d'habitude. Tu comptais sur elle pour être la bonne fille et simplement payer. Tu n'as jamais pensé que je le découvrirais. Je repliai le papier et pris une profonde inspiration. Voilà où nous en sommes. Ils ont 30 jours. Ils restèrent immobiles, et non pour me payer, précisai-je. Je ne veux pas de votre argent. Ils n'en ont pas, je fis un pas en arrière. Ils ont 30 jours pour retirer mon nom de ce prêt. Refinancer, vendre la maison, je m'en fiche, mais mon nom disparaît. Je laissai les mots peser. Et sinon, dit mon père d'une voix basse, presque menaçante. Je le fixai sans ciller. Sinon, mon avocate déposera une plainte pour fraude, et croyez-moi, elle va adorer montrer à la police ce dossier et tous les messages de cette semaine. Silence complet, total, magnifique. Je les tenais. Ma mère pleurait ouvertement. Nous ne pouvons pas, nous allons nous retrouver sans logement. C'est ça, répondis-je. Ce n'est plus mon problème. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Ma main toucha la poignée. Ils ont toujours compté sur moi pour tout arranger, dis-je sans me retourner. Cette fois, je ne l'ai pas ouverte, je suis sortie, j'ai fermé la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Les 2 semaines suivantes furent le vrai test. Après mon départ, je m'attendais à plus de messages, plus de colère, plus de supplications, mais il n'y eut rien. Un silence total, assourdissant. Je leur avais donné un ultimatum. J'avais accusé mon propre père d'un crime et toujours rien. J'ai commencé à douter.
J'avais exagéré, j'étais allé trop loin, et s'il m'ignorait simplement? J'ai engagé une avocate. D'abord juste une consultation, puis je lui ai versé une avance. Je lui ai donné les documents du prêt, l'avis de la banque. C'est une falsification claire, a-t-elle dit d'un ton professionnel. Ils ne peuvent pas se battre là-dessus. Mais ma famille n'était pas rationnelle. Ils vivaient de fierté et d'excuses, et j'avais peur. J'avais peur que mon père soit assez stupide pour me défier, que je doive tenir ma parole, que je doive le dénoncer, que j'envoie mon propre père en prison. Avais-je la force pour ça? Je n'ai pas bien dormi pendant ces 2 semaines. Je m'asseyais devant la fenêtre à regarder les lumières de la ville se refléter dans l'eau. Je buvais du thé, trop de thé. Je pensais à mon enfance. Je cherchais de bons souvenirs. Mon père m'apprenant à faire du vélo, ma mère me faisant de la soupe quand j'étais malade. Mais même ces souvenirs me semblaient différents maintenant, ils étaient normaux. Le strict minimum. Ça valait 84 000 $ et une signature falsifiée. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais à mon bureau. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Isabella, c'est mon avocate. Bonjour, ai-je dit, la bouche sèche. C'est fait. Quoi? C'est réglé, a-t-elle répété. Le service de fraude de la banque l'a contacté. Il n'a pas résisté. Il a admis la falsification pour vous libérer. J'ai dû le faire. Les banques n'aiment pas qu'on leur mente. J'ai senti que l'air s'arrêtait. Votre nom est clair. Ce prêt n'est plus votre problème. Je suis restée silencieuse, tenant le téléphone. Isabella, êtes-vous toujours là? Oui, ai-je murmuré. J'ai avalé et eux aussi. J'ai fait une pause. Que va-t-il leur arriver? Et la banque force la vente de la maison, a dit mon avocate fermement. Cela couvrira le prêt initial et le nouveau. Ils devront payer ce qu'ils doivent, mais ce n'est plus votre problème. Elle a fait une pause. Vous êtes libre. Votre historique de crédit est propre. Vous êtes libre, Isabella. J'ai raccroché. Je me suis tenue à mon bureau. J'ai marché jusqu'à la grande fenêtre du bureau. La ville était là, vivante, bougeant comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout était fini. C'était terminé. C'était simplement terminé. 7 ans. Le poids sur mes épaules, le nœud dans mon estomac, la peur constante du premier du mois. Tout avait disparu. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis restée là en silence. Je me sentais vide, mais c'était un vide différent, un vide propre, comme une page blanche, comme un espace que je pouvais enfin remplir de quelque chose qui m'était propre. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, je n'ai pas ouvert mon ordinateur pour vérifier mes comptes. J'ai versé un verre de vin, un bon, le genre que je me sentais toujours coupable d'acheter. Je me suis tenue devant la fenêtre de mon appartement. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau comme de minuscules étincelles flottantes. J'ai levé mon verre. Au fin, ai-je dit à la pièce vide. Et au début et à la paix. Et pour la première fois en 7 ans, j'ai respiré profondément, légère, sans peur. Le lendemain, je suis allée en ligne, j'ai ouvert mon compte épargne, celui qui n'était qu'à moi. J'ai réservé un vol pour le Costa Rica. 2 semaines, pas de remboursement, pas d'explication. 1 mois plus tard, je suis revenue bronzée, reposée, et avec une capacité discutable à surfer. Je me rendais chez mon amie Sarah dans une banlieue au nord de Tacoma. J'ai pris un mauvais virage et me suis soudainement retrouvée dans une rue que je connaissais trop bien. J'ai ralenti sans réfléchir. Il y avait ma maison d'enfance, et dans la cour, un énorme panneau, à vendre. Propriété bancaire. Une bande rouge traversait le panneau. Je suis restée assise dans la voiture, à regarder fixement. Je m'attendais à ressentir quelque chose, triomphe, colère, douleur. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. Seulement de la clarté. Ce n'était pas ma maison, c'était juste une construction. Du bois, des dettes, l'histoire de quelqu'un d'autre. Et j'ai compris quelque chose d'important.
Lorsque vous construisez votre confort sur le sacrifice de quelqu'un d'autre, cela ne dure pas. Ce n'est pas une fondation, c'est un château de cartes, et il s'effondre toujours. J'ai démarré la voiture et suis parti sans regarder en arrière. 3 mois se sont écoulés. Le Costa Rica n'était que le début. J'ai commencé à sortir avec des gens. J'ai commencé à investir pour ma retraite. J'ai commencé à faire des choses normales que des adultes normaux font, qui ne soutiennent personne d'autre. Je construisais ma vie. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles, pas un message, pas un appel, pas une tentative. Et cela me soulageait en partie, mais une autre partie me faisait sentir que j'avais perdu une famille. Un jour, un message est arrivé d'un numéro inconnu. Isabella, c'est maman. J'ai changé de téléphone. Nous sommes dans un petit appartement. Je cuisine. Nous allons prendre un dernier dîner avant que ton frère ne parte. S'il te plaît, juste un dîner. Mon cœur a bondi absurdement. S'il te plaît, ma première impulsion a été de dire non. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à... J'ai pensé à l'ignorer, à bloquer le numéro, mais il y avait quelque chose de différent dans ce message. Il n'y avait pas d'exigence, pas de culpabilité, juste « s'il te plaît ». Et avant que je ne puisse partir, je me suis sentie curieuse. Je ne suis pas sortie par culpabilité, je suis sortie parce que j'avais besoin de voir. J'avais besoin de clore ce chapitre de mes propres yeux. L'adresse était dans un ancien quartier de Tacoma, un immeuble avec un panneau « à vendre » clignotant. J'ai frappé, ma mère a répondu. Elle avait l'air différente, plus mince, plus fatiguée, des racines grises dans ses cheveux, mais elle a souri. Un petit sourire réel, épuisé. « Tu es venue, dit-elle. »« Salut, maman. » L'appartement était minuscule. 2 pièces, vieux meubles dépareillés. Ça sentait les pâtes. Mon père était à une petite table en train de lire le journal. Il leva les yeux. Il n'était plus le juge. Il était juste un vieil homme. « Isabella, » dit-il. « Papa. » Brooke était sur un canapé usé en train d'emballer une boîte en carton. Elle portait un uniforme, un t-shirt bleu avec le logo Best Pie. Elle leva les yeux. Pas de maquillage, pas de personnage. « Salut, Izzy. »« Salut, Brooke. »« Tu pars ?» demandai-je. « Oui, » répondit-elle en fermant la boîte. « Je vais à Portland. Une amie va me louer une chambre. Je vais être transférée au magasin là-bas. » Je vois. Ma mère se déplaça rapidement. « Le dîner est prêt. Nous n'avons pas de table, mais nous pouvons manger ici. » Elle servit des spaghettis sur des assiettes en carton. Nous nous sommes assis, eux sur le canapé, moi sur une chaise bancale. Silence. Personne ne criait, personne ne faisait semblant, personne ne jouait un rôle. Nous étions juste là à manger. C'était gênant, triste, mais réel. Finalement, je posai mon assiette. Je devais dire ce que j'étais venue dire. « Je suis contente que tu travailles, Brooke, dis-je. » Elle leva les yeux, surprise. « C'est lourd, mais c'est de l'argent. »« Je suis contente que tu ailles bien, maman. » Elle hocha la tête. Ses yeux étaient humides. « Ici, nous nous en sortons, » murmura-t-elle. J'ai pris une profonde inspiration et je ne suis pas venue ici pour me battre, dis-je en les regardant tous les trois. Et je ne suis pas venue ici pour arranger quoi que ce soit non plus. Je fis une pause. Je suis juste venue vous dire comment les choses vont se passer à partir de maintenant. Ils me regardèrent en silence. Je ne l'airai pas de ma vie, continuai-je. Je ne veux pas ça. Ils sont toujours ma famille. Le visage de ma mère s'éclaira légèrement, comme si pendant une seconde il y avait de l'espoir. Mais je levai la main, mais la banque est fermée. Silence. Je ne serai plus jamais leur filet de sécurité. Je ne serai plus jamais celle qui tient tout. Je les regardai un par un. C'est juste moi maintenant. Je me tournai vers mon père. Et si tu tombes, tu te relèves seulement en parlant à ma mère. S'il y a une urgence, ils devront trouver un autre moyen. J'ouvre la porte maintenant que tu es adulte et tu vas devoir agir comme tel.
J'ai attendu des cris, j'ai attendu de la colère, j'ai attendu des larmes, mais rien de tout cela n'est venu. Mon père a hoché la tête lentement, pour la première fois, impuissant, sans fierté, juste de la compréhension. Nous savons, Isabella, dit-il. Nous savons. Ma mère pleurait, mais elle a hoché la tête aussi. Brooke a baissé les yeux sur son uniforme bleu. Je sais, murmura-t-il. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à une guerre, il ne ressemblait pas à une victoire, il ressemblait à de la compréhension. Je me suis levée. Je dois y aller. Ma mère m'a accompagnée à la porte. Il ne m'a pas serré dans ses bras, il m'a juste regardé. Tu as l'air bien, Isabella, dit-il doucement. Tu as l'air heureuse. Je le suis, répondis-je. Cette nuit-là, en rentrant à Seattle, je ne ressentais aucune tristesse, aucune colère. J'ai baissé la vitre. L'air froid me frappa le visage. Il était propre, nouveau, et pour la première fois, je pensais à toutes les années que j'avais perdues, tout l'argent, tout le temps, toute la vie que j'avais essayé d'acheter en échange d'amour, et je compris quelque chose de très simple. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est regagner. J'ai réalisé que l'amour n'est pas un sacrifice, pas le genre de sacrifice qu'ils m'ont demandé de faire. L'amour est le respect, et le respect devait commencer par moi. Je devais commencer par dire « assez, c'est assez ».